L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à la loi et la violence, Sophocle, Aristote et Heidegger, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Et alors à la régie, notre ami Philippe Sinclair. Et donc aujourd'hui, en effet, la loi et la violence. La loi et la violence, lorsque, au fond, les lois sont injustes, peut-on y répondre par la violence? On ne dira pas que sur cette question, qui est hautement d'actualité, n'est-ce pas, qui ne le comprend, eh bien, il n'y a pas eu aussi une réflexion profonde en philosophie. Depuis Sophocle, qui met en scène dans sa tragédie Antigone le dilemme qui oppose les lois non écrites aux lois écrites, la reprise de ces questions par Aristote et plus récemment par la philosophie contemporaine à partir avec Novalis, Hegel, Heidegger, sans oublier le droit de résistance à l'oppression proclamé dans les temps modernes, le problème incontestablement a été posé et reposé sans être peut-être véritablement tranché. Nous commençons donc par la lecture de deux textes. Le premier est emprunté à Aristote, le second à Heidegger, en soulignant que cette réflexion vient d'un colloque organisé, et je salue l'arrivée de notre ami le docteur David, par Espace Analytique, il y a quelques semaines, 2 semaines, sur cette question, et qui nous a semblé très intéressant. Donc, nous écoutons notre ami Alexis Lacroix et les textes d'Aristote et d'Heidegger. Particulière, celle qui pour chaque peuple a été définie relativement à lui, et cette loi est tantôt non écrite, tantôt écrite. Par loi commune, j'entends la loi naturelle, car il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination, et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n'existe entre eux aucune communauté ni aucun contrat. C'est évidemment, par exemple, ce dont parle l'Antigone de Sophocle, quand elle affirme qu'il était juste d'enfreindre la défense et d'ensevelir Polynice. Car c'était là un droit naturel, loi qui n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, qui est éternelle et dont personne ne connaît l'origine. Extrait de la rhétorique, 1373. Martin Heidegger. Chez les Grecs, il n'y avait pas encore de personnalité. L'homme est to deinatos, ce qu'il y a de plus inquiétant parmi l'inquiétant. Le deinos est l'effrayant, le terrible conçu comme la prédominance prépotente. Le prépotent, c'est exactement le caractère constitutif, essentiel de la paire-dominance. Mais d'un autre côté, deinos signifie le violent, conçu comme celui qui emploie la violence, qui non seulement dispose, mais est faisant violence, parce que l'usage de la violence est le trait fondamental non seulement de son faire, mais bien de son être là. Nous donnons ici au mot Gewalttätigkeit, l'activité de violence, le sens qu'il a selon l'essence. Or l'homme est d'abord deinos en tant qu'appartenant par essence à l'être, parce qu'il est le faisant violence. L'homme est le faisant violence, non pas en plus d'autre chose et à côté d'autre chose, mais seulement en ce sens qu'en raison de sa situation active dans la violence, le deinos est dit de l'être de l'homme que l'estance de l'être, ainsi déterminée, doit être tout de suite envisagée à partir de son aspect décisif. Extrait de Introduction. Donc, merci, cher Alexis, et nous examinons effectivement ce texte. Et donc, ce passage de la rhétorique d'Aristote, où il examine évidemment l'art du discours, est aussi, on le voit, inspiré par la tragédie d'Antigone. Quelques mots sur cette tragédie, évidemment, tout le monde la connaît, mais je la rappelle brièvement. Il s'agit de l'opposition que Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, n'est-ce pas, quelle généalogie, oppose à Créon, le roi de Thèbes, car à l'issue d'une guerre où ses deux frères, Éthéocle et Polynice, ont pris des positions différentes, se sont trouvés dans des camps opposés. Éthéocle était partisan de Thèbes, Polynice s'est allié avec les ennemis de Thèbes. Créon a décidé de rendre des honneurs, on dirait aujourd'hui nationaux, à Éthéocle, et a interdit, sous peine de condamnation à mort, que on enterre normalement Polynice, dont il a livré le cadavre aux bêtes. Antigone brave l'interdit et donc ensevelit son frère Polynice selon les rites traditionnels religieux. Et à partir de là, évidemment, elle est condamnée à mort
par Créon. Antigone brave donc, au fond, les lois de la cité. Et dans un discours extrêmement fameux, je rappelle, c'est dans les vers 448-476, elle donne ses raisons. Et elle oppose ce qu'elle appelle les lois non écrites, agraphoi, n'est-ce pas, de la conscience humaine universelle, aux lois écrites, des lois civiles. Et ce qui est écrit, est-il, n'est-ce pas, peut-il être transgressé, est immuable? Alors, c'est ça qu'Aristote commente en acceptant donc cette division entre les lois civiles et les lois naturelles. Et il proclame qu'au fond, tous les hommes ont une sorte de divination, même quand ils ne sont pas en rapport de contrat ou dans une ville commune, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des citoyens, eh bien, ils ont quand même une divination de ces lois, de cette loi naturelle qui est au-dessus des lois de la cité. Et d'ailleurs, dans la tragédie, évidemment, les dieux se vengeront de Créon, qui n'ont pas respecté ces lois, en lui lançant les hérénies. Autrement dit, si on comprend bien ça, c'est qu'il est dans la nature de l'homme, n'est-ce pas, qui est pourtant un animal politique, un zoos politikos, comme le dit Aristote, de reconnaître au fond qu'il y a cette distance, cette opposition entre les lois civiles et la loi naturelle, et d'observer, mais aussi de les observer. Quand elles ne sont pas observées, eh bien, les conséquences sont effectivement dramatiques. Alors, ce n'est nullement de cette façon, je passe maintenant à l'autre texte, qu'Heidegger, à la suite, il faut bien dire, de Novalis et de Hegel, parce qu'il y a eu un réveil de l'intérêt pour la tragédie de Sophocle dans la philosophie, disons, issue du courant romantique allemand, s'est intéressé à cette tragédie, et en particulier ce que commente ici Heidegger, c'est le cœur. Vous savez que le cœur dans les tragédies antiques, c'est ce moment où on tire une sorte de leçon de morale ou de leçon de philosophie. Et la résolution de la tragédie, n'est-ce pas, ne résulte nullement dans la compréhension de la coexistence, au fond, des lois civiles et des lois de la loi naturelle, mais à l'opposé, pour Heidegger, dans le caractère absolument inéluctable et destinal de la tragédie, qui d'ailleurs avait déjà été affirmé par Nietzsche, n'est-ce pas, dans la naissance de la tragédie, et, chose plus importante, dans la légitimation de la violence comme fondement du Dasein, n'est-ce pas, du sujet homme. Bref, à l'observation des lois civiles ou des lois naturelles, dont il ne dit pas un mot, n'est-ce pas, dans ce texte, eh bien, Heidegger oppose l'être de l'homme, qu'il projette d'ailleurs à partir d'une traduction nouvelle d'un attribut qu'on trouve dans le texte en grec, n'est-ce pas, de l'homme, deinos, attribut qui avait été d'abord traduit dans toute la tradition par merveilleux, ou quelquefois même formidable, mais dont lui, Heidegger, retrouve un sens plus archaïque. Il est bien que sensible à l'ambivalence, qui, au fond, effrayant, deinos, effrayant, qui sème l'effroi par, comme il le dit, vous l'avez très bien lu, Alexis, la prédominance prépotente, autrement dit la violence. Telle est, selon Heidegger, l'essence de l'homme, l'usage de la violence, et c'est le trait fondamental, dit-il, de son être-là, et c'est l'aspect décisif. Autrement dit, eh bien, au fond, il justifie comme absolument normal la substitution de la violence à la loi. Et je le cite, et évidemment, ça entraîne un certain nombre de conséquences sur ce qu'il pense de la justice, sur ce qu'il pense du droit, sur ce qu'il pense de la loi. Qu'est-ce que la justice, dit-il ? L'essence de la vérité de l'état en tant que volonté de puissance, au fond, et la loi, dit-il, c'est l'ordre, au fond, conçu comme un affrontement réciproque. De même, eh bien, qu'est-ce que la puissance ? Alors, et réponse est extraordinaire. Chacun la connaît, c'est l'exercice de la violence. Ça, c'est dans les ouvrages, dans le tome 2 consacré à Nietzsche. Ou encore, eh bien, au fond, ce qui permet d'ailleurs une nouvelle justice, dit-il, et un droit nouveau. La justice,
regarde vers cette humanité qui doit être façonnée, dressée et marquée de l'importance de cette race qui possède l'aptitude universelle d'instituer la souveraineté sur la terre. Donc là, son programme est parfaitement clair. Pour le droit, eh bien, dès qu'un étant, qui est une figure de la volonté de puissance, au fond, se produit, cet étant, dit-il, est déjà dans le droit. Donc on voit chez lui, et véritablement, une transformation tout à fait remarquable, n'est-ce pas, des notions de justice, de droit, et pour répondre à la question, au fond, de l'homme, qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, la réponse, c'est que l'homme, c'est, dit-il, au fond, l'inquiétant, le violent, et donc, à partir de là, évidemment, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Je ne veux pas aller trop loin, puisque sur ce que vous pouvez penser les uns et les autres de ce texte, mais au fond, dont je résume l'essentiel, c'est qu'à partir au fond, de sa conviction, de la conviction d'Heidegger, eh bien, on a une approche tout à fait différente de celle d'Aristote, c'est-à-dire que pour lui, la véritable philosophie n'est pas fondée sur le tragique, alors que Heidegger demande qu'on revienne à la philosophie d'avant, n'est-ce pas, Aristote et Platon, la philosophie présocratique. Et pour lui, la politique, enfin en tout cas la vie de l'homme, ne peut pas se développer dans la politeia comme une œuvre d'harmonie et de conciliation sur le modèle, n'est-ce pas, que Aristote avait imaginé, c'est-à-dire de la philosophie qui veut unifier la totalité du savoir autour des principes de l'être et de l'un. Et le maître mot, au fond, de la politique pour Aristote, eh bien, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas la dispute, polémos ou l'éristique, c'est, au fond, la justice. Et donc là, on a une opposition terme à terme, n'est-ce pas, de quelqu'un qui magnifie la loi, Aristote, et de quelqu'un qui estime que la violence est tout à fait fondamentale, puisque l'homme est non seulement inquiétant, mais le plus inquiétant des inquiétants, des inotatos, n'est-ce pas, parce que, au fond, le terrible conçu comme prépotent, et comme fondé sur, au fond, il dit que l'homme a en lui-même la violence d'un agir, et c'est celui qui violemment, défriche, capture et dompte. Donc, une apologie de la violence. Alors, de là, les questions. Alors, je vais poser la première question à notre ami Alexandre. Est-ce que je suis en ligne avec Alexandre? Oui, oui, absolument. Oui, merci beaucoup Philippe. Alexandre? Oui, non, oui. Je l'entends pas, hein, j'entends rien. Moi, je vous entends très bien. Tu m'entends très bien. Alors, vous m'entendez très bien, Alexandre, donc c'est très bien. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ces positions d'Aristote et en particulier, au fond, est-ce que vous estimez qu'Heidegger est au fond, fidèle à la tragédie de Sophocle? Est-ce que c'est sa conception de la tragédie est celle de Sophocle? Est-ce que, au fond, toute tragédie va à l'affrontement jusqu'à la mort? Est-ce qu'il y a une logique inconciliable de la cité et de la conscience? Est-ce que c'est ça que dit Sophocle selon vous? Et est-ce que c'est la position, au fond, des philosophes antiques? On vous écoute. Bon, alors je vais essayer, il ne faut pas faire de tunnel, on sait bien dans ce genre de questions, donc je vais essayer de répondre aux questions les unes après les autres. Bien entendu, Sophocle, tel que le voit Aristote, qui est un modéré, un médiateur de la culture grecque, c'est la tentative justement de passer d'une logique de la vengeance et de la tragédie insurmontable à une espèce de pacification et de retour à une sorte de nouvel ordre plus juste et plus conforme aux nouvelles lois de la cité. Ça, c'est la position, évidemment, d'Aristote, et elle est exactement conforme
chez cet Athénien, puisqu'il était un Athénien pied noir, un clérouque des régions périphériques, à la fois fidèle à la grandeur d'Athènes et sensible au salut que représentait Philippe de Macédoine et l'unification de la Grèce, puis ensuite de tout le monde connu à cette époque. Donc voilà la véritable position d'Aristote et la véritable position de Sophocle. On passe des Érinies qui déchaînent leur fureur aux Euménides qui deviennent petit à petit, et ce sont les mêmes, des divinités bienveillantes qui apaisent les conflits et qui donnent à chacun finalement sa sépulture et puis un avenir pour sa généalogie. C'est exactement cela qui est dit à ce moment-là, et c'est une espèce de défi de la tragédie. Alors maintenant, Heidegger. Heidegger, alors là, c'est une autre affaire, très amusante aussi et très intéressante. Au fond, quelle est la véritable chance historique de Heidegger? Alors, du point de vue de l'histoire anecdotique, c'est d'avoir été en zone d'occupation française. Il était interdit d'enseignement. Et puis, il risquait de passer un mauvais quart d'heure, car son adhésion au parti nazi, comme ensuite cela a été prouvé, n'était pas du tout d'un simple moment. Mais il était très habile, très roué, et il a fait ce qu'il fallait pour que petit à petit les autorités françaises, grâce à Pierre Klossowski, dont la sœur était évidemment la Baladine Klossowska, la grande inspiratrice, la grande muse de Rilke, et qui donc avait à la fois une culture et une volonté de sortir de la vengeance de l'après-guerre, oui. Eh bien, c'est Klossowski et leurs amis qui étaient dans les conseillers culturels de la France occupante, et oui, nous occupions la belle ville de Monsieur Heidegger, eh bien, qui ont fait tout pour qu'on donne à Heidegger, qu'on lui redonne très vite les moyens d'enseigner dans sa merveilleuse ville. Merci beaucoup, alors Alexandre. Effectivement, vous avez très bien expliqué la position particulière d'Heidegger. Je vais me tourner vers notre ami, le docteur David, pour lui demander si, d'abord, qu'est-ce qu'elle pense de ce conflit entre Antigone et Créon, que je sais vous connaissez très bien, Marielle, mais aussi du fait que de cette condamnation qu'a fait Heidegger de la philosophie antique traditionnelle, Platon et Aristote, puisqu'il demande de revenir au pré-socratique, à une conception du conflit, de la tragédie, etc. Est-ce que, la question qui me titille, à côté de celle d'Antigone et de Créon, c'est est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle ces élèves déçus, amers, et je pense à Léo Strauss et à Hannah Arendt, ont demandé un tel retour à l'Antiquité, aux philosophes de l'Antiquité? Marielle, qu'en pensez-vous? Oui. Écoutez, je vais vous répondre en tant que pédopsychiatre. C'est-à-dire que partons d'Antigone. Bon, nous savons par exemple que quand une femme désire un enfant... Marielle, il faut que vous approchiez le micro. Et qu'elle accepte sa grossesse, elle va se mettre dans un état petit à petit particulier pour pouvoir s'occuper d'une façon adéquate de cet être extrêmement prématuré qu'est le petit humain. Oui. Donc il lui faut absolument partager en particulier son moi d'une certaine façon pour lui, et ainsi il pourra accéder au fait de grandir. Antigone, de la même façon, comme l'a fait remarquer Lacan, elle obéit à l'athée, c'est-à-dire aux lois familiales. De même qu'une mère doit protéger... Ça, avant Lacan. C'est possible, ça. De même qu'une mère doit protéger son bébé, elle se doit d'ensevelir son frère. C'est une loi non écrite. C'est pas la peine que ça soit écrit pour une femme d'élever son enfant. C'est pas la peine que ce soit écrit pour une sœur d'ensevelir son frère. Ça, c'est la première chose. Alors, à partir de là, que veut dire de dire que l'homme est essentiellement violent? Bon. Évidemment, c'est dans une rupture. C'est l'essence de l'homme. C'est pas qu'il est essentiellement, que c'est l'essence. Alors là, évidemment, il ne se met pas du tout de la place de la mère, il se met de la place du bébé. Autrement dit, est-ce qu'un enfant qui va se construire, qui va arracher d'une certaine manière, c'est vrai, imaginairement, quelque chose qu'on appelle chez nous objet partiel ou objet petit a, du corps de la mère pour pouvoir
justement à avoir accès petit à petit à ce qui sera écrit, est-ce que c'est de la part du bébé une naissance violente et pour toujours la nature humaine? Bon, est-ce qu'on se réfère à ces premiers mois où, en effet, il y a des fantasmes de violence? Bon, ça paraît quand même étrange de penser que tout sujet humain est comme ça, un petit nourrisson qui, à la fois, aime certes sa mère, mais en même temps a des moments de haine, quoi. Ça, oui, c'est incontestable. Oui. Mais maintenant, est-ce que tout adulte est essentiellement violent? Bon, il est évident que c'est une part de l'homme qu'il ne faut pas nier, mais que l'amour existe tout autant. Bon, merci beaucoup. Alors, et vous, François, qu'est-ce que vous pensez de cette opposition entre, au fond, Heidegger et Aristote sur ces questions? Et surtout de la remise en cause de la cité, mais on y reviendra peut-être. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord que j'ai pas mal travaillé sur Heidegger depuis oui, je sais. Une trentaine d'années. J'en ai même un peu traduit, etc. Donc c'est assez difficile d'intervenir sur enfin, bon, je comprends l'idée de mettre en vis-à-vis la philosophie d'Aristote d'un côté et la philosophie de celui qui s'est proposé de déconstruire la métaphysique occidentale qu'il identifie en fait à la pensée d'Aristote. Oui, bien donc sûr. L'opposition est bien plus essentielle, si je puis dire. Elle est essentielle, c'est pour ça qu'on nous a montré ces deux textes. Je voudrais quand même dire une chose sur l'actualité et le conflit entre la loi naturelle et la loi tout court, la loi civile. En réalité, c'est quand même le droit coutumier qui est en cause. Parce que le fait d'enterrer son frère, etc., bon, c'est le droit coutumier. Et d'un autre côté, le fait d'y faire exception quand on est le dirigeant, donc de ne pas suivre la loi naturelle, c'est quelque chose qui appartient, si on veut, à l'arbitraire du prince, si on voulait dire ça. Ce n'est pas absolument l'essence du politique, parce que selon Aristote, entre loi naturelle et loi civile, il ne doit pas y avoir de conflit. Ah il si. ne doit pas. Ah si, il non. explique. Pourquoi? Si. Là, c'est un cas très particulier. Créon condamne le frère d'Antigone, que le droit coutumier lui ordonne d'enterrer. Et donc il y a un conflit, évidemment, interne à la loi, si je puis dire. Interne à la loi. Maintenant, pour ce qui concerne Heidegger, je me permets de préciser que je n'ai pas le temps. Il montre qu'il y a qu'il peut y avoir une divergence, justement parce que les cas n'ont pas été prévus, qu'il y a véritablement une séparation entre la loi naturelle et les lois civiles. Alors, quant au deuxième volet de notre discussion, moi je trouve que s'exprimer de la façon suivante: la prédominance prépotente. Jamais j'ai vu nulle part dans un dictionnaire français la prédominance prépotente. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas s'exprimer. Oui, mais pourtant... 30 secondes, hein, cher Blandine, ouais. Pardon? Il nous reste 30 secondes. Non, parce qu'il y a 5 minutes en plus. Cher Alexis, alors, et vous-même, alors qu'est-ce que vous diriez? Moi, je vais faire une lecture d'actualité, si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Cette opposition, au fond, entre l'homme comme Gewalttätig, l'homme comme étant violent, hein, l'homme comme Gewalttätig. Ce que cite Heidegger explicitement. Ce que cite explicitement Heidegger, on est d'accord, hein, à partir de ce texte, il est relativement accablant, si on le prend au pied de la lettre. Opposé à l'homme du modèle Antigone, c'est-à-dire l'homme des agraphoi et des principes antéprédicatifs sans lesquels il n'y a pas d'humanité de l'homme, je crois que cette opposition, c'est la scène philosophique réelle du XXe siècle. Bravo. Et pas seulement dans la culture allemande, qui nous intéresse bien sûr dans cette émission, et qui d'ailleurs, j'allais dire, cette espèce de Big Bang frontal des deux philosophies a été le vrai théâtre de la République de Weimar entre 1919 et 1932, disons 33. Mais même plus largement dans l'espace culturel européen dans sa globalité. Car ne nous leurrons pas, chère Blandine Kriegel, évidemment que le mépris des agraphoi est aussi du côté d'un certain communisme. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous avons là une opposition philosophique de fond entre les violents,
comme les appelaient ceux qui qualifiaient ainsi Barrès et Maurras dans les années 10 de l'action française, et les non-violents. Et c'est vrai que si on se réfère à la philosophie de la République qui vous est chère, elle dérive de cette espèce de plaidoyer fondamental, philosophique, fondamental d'Aristote pour la non-violence. La civilisation s'est fondée sur l'endiguement de la violence. Alors après, savoir si l'être humain est tout entier violence ou seulement partiellement violence, c'est un débat intéressant, un débat ontologique, mais qui n'est pas premier. Le débat premier, il est plus politique. C'est qu'est-ce qu'on fait des pulsions les plus destructrices qui animent le cœur de chaque homme et de chaque femme, naturellement. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois qu'il y a une divergence philosophique fondamentale au XXe siècle qui s'est fait jour entre ceux qui, qu'un cas, ont défendu les républiques démocratiques et ceux qui ont voulu les abattre. Je vous remercie. Ce sera peut-être le mot de la fin. Si on nous confirme que nous avons terminé l'émission. Bon, et donc je vous donne rendez-vous pour continuer ce débat la semaine prochaine